Et bonsoir. Merci d'être là. On va commencer, il reste des places devant. Je sais que c'est toujours les places préférées des gens. Donc moi, je suis Roxane. J'ai cofondé Girls in Tech avec Mouni Arka, qui n'est pas là ce soir, malheureusement. Et on a une grosse équipe maintenant, on a une petite vingtaine. Je vais passer la parole à l'équipe après. Je voulais juste vous présenter très rapidement Girls in Tech avant de commencer l'événement. Qui n'a jamais fait d'événement Girls in Tech avant ce soir? Ah bah, ça fait plaisir. Bah, merci d'être venu. Ce soir, le sujet, c'est PR, la communication et les nouvelles technologies, mais je vais demander à l'équipe de nous raconter un peu pourquoi ce choix de sujet. Mais juste pour info, Girls in Tech, en fait, on a lancé en France il y a 5 ans. On va bientôt fêter notre anniversaire. Stay tuned, parce qu'il va y avoir des annonces. Et aussi, c'est un réseau qui n'est pas juste en France. En fait, on est dans plus de 40 pays aujourd'hui. Comme vous voyez, ce n'est pas un réseau qui est fermé aux hommes. En fait, justement, on préfère avoir des hommes à nos événements. Et l'ensemble de nos événements sont basés sur des idées de soit nos membres, soit la communauté, soit des partenaires. Donc, si vous avez des idées, si vous voyez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à dire à notre équipe. Et avant de passer la parole à l'équipe, j'aimerais bien remercier notre partenaire pour ce soir, c'est BETC, si j'ai bien prononcé. On est chez eux ce soir, donc un grand merci. Et là, je vais passer la parole à Johanna pour vous présenter l'événement. Un peu d'applaudissements pour Johanna, s'il vous plaît. Merci. Merci Roxane. Donc Johanna, je fais partie de Girls in Tech depuis le début de l'année. On se connaît avec Roxane avec donc une autre casquette qui est la mienne, qui est PR, International PR, donc pour la société d'événementiellerie de Midem. Et j'ai pris un temps pour m'impliquer sur d'autres projets, dont Girls in Tech. C'est un sujet, le PR et les nouvelles technologies, qu'on discute depuis un certain temps. Donc on est très heureuse aujourd'hui de pouvoir en parler avec un vrai beau panel. Donc merci pour votre implication. Et grand merci surtout, mention spéciale à Delphine Sabatier, avec qui j'ai eu le bonheur de préparer tout ça. Delphine qui est directrice éditoriale chez 01net. Et je te laisse la parole pour la suite. Merci Johanna, merci Girls in Tech pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Donc ce soir, on va parler effectivement des relations presse dans sa version française. Qu'est-ce qui a changé avec l'arrivée des nouvelles technos? Et vous verrez qu'avec nos experts, on échangera non seulement notre vision sur ce qui a changé, mais aussi des outils qui permettent d'être beaucoup plus efficaces dans sa communication. Alors, ça c'est pour le sujet. Pour mon rôle ce soir, ça ne va pas être d'intervenir directement, ça va être plutôt d'être un passeur entre nos expertes et vous, le public. Je suis un peu votre représentante. Donc c'est assez nouveau pour moi comme exercice, puisque d'habitude j'interviens plutôt comme experte. Mais bon, en même temps, c'est un rôle qui me va bien parce que je trouve que c'est assez proche du journaliste qui est le passeur d'informations entre le public qui attend des réponses à ces questions et les experts qu'on va interroger pour essayer de leur donner des explications. Donc voilà, je suis plutôt contente de tenir ce rôle ce soir. Nos expertes, je vais vous les présenter tout de suite. Donc tu es pas à côté, mais c'est toi qui vas démarrer quand même. Anna Watkin avec Sarah Hazan qui sont cofondatrices toutes les deux de Babbler, qui pour moi est vraiment l'exemple parfait de la révolution RP à l'ère du numérique. Michel Gilbert, directrice de la communication du très puissant Facebook France, qu'on ne présente pas. Et Laure Lefebvre, cofondatrice et présidente de Minute Buzz. Laure nous expliquera comment justement Minute Buzz est aujourd'hui une nouvelle façon pour les marques de communiquer sur le web. Alors on va se tutoyer ce soir, je préfère vous prévenir, c'est pas qu'on est une bande de copines, mais c'est un peu voilà, une habitude pour moi. J'ai l'habitude de tutoyer dans la presse, dans la communication. Et voilà, c'est un mode de communication assez simple et direct. Et elles sont toutes d'accord, donc j'en profite. Le déroulé de la soirée, à peu près 15 minutes par intervenante. Comme ça, ce sera assez rapide. Je vous demanderai si vous avez des questions à poser précisément à chacune après chaque intervention. Mais 1 ou 2 questions maximum pour pas qu'on perde trop de temps, parce qu'il y aura une grande séance de questions-réponses à la fin de toutes les interventions, où là on aura tout le temps, et puis après on se retrouvera vers 21h, 21h10 autour d'un buffet, on pourra avoir des discussions en one-to-one, ce sera encore plus précieux.
Ce que je voulais vous dire, avant de laisser la parole pour une mise en contexte sur la révolution des RP aujourd'hui, c'est que moi, en tant que journaliste, je sais combien c'est très très difficile de nous toucher, de nous intéresser, de communiquer auprès des journalistes. On est toujours injoignable, ça ne nous intéresse jamais. Mais pourtant, le métier de communicant auprès de la presse est vraiment primordial. Et moi, je demande à mes journalistes, je dirige aujourd'hui une équipe de 20 journalistes sur Zeronet, et je leur demande d'entretenir des relations privilégiées avec certains communicants. Et je pense que ça, c'est une clé, c'est aujourd'hui réussir à avoir une communication beaucoup plus personnalisée et moins broadcast peut-être. Donc voilà, je sais que c'est un métier difficile, la communication, mais c'est un métier très précieux et même essentiel. Je te laisse la parole pour nous faire une présentation justement des difficultés de ce métier aujourd'hui. Bonjour, enchantée. Donc, je suis Anna McLean, la CEO de Babbler, que j'ai fondée avec ma sœur Sarah, qui prendra la parole plus tard dans le panel. Donc, je voulais vous faire une petite introduction sur le sujet sur lequel on va débattre ce soir. Donc, ce soir, on va parler PR, RP, donc relations presse, relations médias au sens large aujourd'hui, et tech, donc les nouvelles technologies et l'impact du numérique sur ces relations médias. En se posant la question, quels vont être les RP de demain, avec toute la mutation et le fonctionnement des médias via le digital. Donc pour revenir aux basiques, qu'est-ce que c'est qu'une attachée de presse ? Pour ceux qui ne viennent pas du métier, l'attachée de presse, c'est la porte-parole d'une entreprise auprès des médias. Donc c'est elle qui va prendre la parole au nom de l'entreprise auprès des journalistes, des blogueurs, des influenceurs, des médias au sens large. Plus concrètement, au quotidien, c'est obtenir des articles qui génèrent de la visibilité auprès du public visé par votre client. Donc c'est faire du bruit et diffuser des messages auprès de la cible de votre client. Donc 70% des attachés de presse sont des femmes, donc voilà, je pense qu'on est bien dans le contexte avec Girls in Tech. Et je les ai déguisés en petits super-héros. Pourquoi ? Parce que c'est devenu un des jobs les plus difficiles. Et honnêtement, être une attachée de presse, j'en vois tous les jours. Je peux vous dire que c'est très compliqué et encore plus aujourd'hui, parce que le web a changé les règles du jeu. Donc voilà, j'ai fait des petits parallèles entre 1995 et 2015 avec des images très simples pour que ce soit le plus éloquent possible. Donc en 1995, les news, elles étaient sur le papier, sur le white paper. Et aujourd'hui, elles sont partout. Elles sont sur votre portable, elles sont sur votre iPad, elles sont sur votre ordinateur. Elles vous suivent partout et vous les consommez très rapidement. Donc quand vous suivez un magazine sur votre mobile, vous allez scroller pour avoir le prochain article, le prochain article. Donc ça se consomme aussi vite que voilà, un snack, un Snickers. Pour l'attaché de presse, du coup, c'est devenu hyper compliqué parce qu'il n'y a plus que les journalistes print. Il y a aussi les journalistes web, ceux qui s'occupent de la ligne éditoriale de l'app du média, celui qui s'occupe du blog du média, celui qui s'occupe de la ligne éditoriale du site web, mais aussi tous les blogueurs et les influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc, en 1995, elle avait un petit carnet d'adresses avec 80 contacts clés qu'elle devait alimenter, créer du lien avec eux, etc. Mais aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 1000 contacts. Sur certains fichiers presse, ça peut aller jusqu'à 2500 contacts. Et humainement, c'est juste impossible en fait, de rester connecté avec toutes ces personnes et savoir en temps réel, en permanence, sur quel sujet ils travaillent, quelles sont les problématiques qui les intéressent, et du coup, quelle actualité lui pousser et quel contenu lui pousser. Il y a un autre facteur, c'est que les marques sont devenues elles-mêmes leurs propres médias avec les réseaux sociaux. Donc, elles produisent elles-mêmes du contenu et de l'actualité qui peut prendre n'importe quelle forme. Donc, ça peut être une vidéo, ça peut être des visuels qui peuvent peser jusqu'à 1 MO, ça peut être des webinaires en ligne, ça peut être de la data, des événements ou encore des documents. Donc avant, on imprimait son dossier de presse sur papier glacé qu'on envoyait par courrier à tous les journalistes qu'on connaissait. Et on attendait leur retour, est-ce qu'il a bien reçu, je vais la rappeler, est-ce que tu as bien reçu mon DP. Bon, aujourd'hui, un DP, ça s'envoie en un clic, en 2 secondes. Et on n'envoie pas que ça, on envoie beaucoup plus d'autres choses qui sont assez compliquées à échanger. Donc comme je vous le disais au début, les web ont un peu redistribué les cartes. Et aujourd'hui, le terrain de jeu d'une attachée de presse, c'est beaucoup plus large
que ça pouvait l'être en 1995. Et donc j'ai trouvé cette matrice que je trouvais vraiment pas mal et qui expliquait un petit peu les 4 objectifs des RP. Donc il y a des actualités qui vont faire de l'entertainment, donc ça va être animer son public via des événements, des jeux concours, des choses où le public va participer. Il y a d'autres actions qui seront là pour persuader le public. Donc là, ça va être des célébrités qui vont porter le produit ou des experts qui vont parler du produit. Donc là, ça va être une garantie, une sécurité. Il y a d'autres actions qui sont là pour éduquer, donc ça va être voilà, des webinars, des formations, des choses comme ça. Et ensuite, des choses pour convertir, ça va être récupérer des témoignages de personnes en disant voilà, 95% de nos clients sont satisfaits par notre produit, donc ça va être d'autres choses. Et tous ces éléments sont bons à communiquer et ont chacun un objectif. Ensuite, comment on contacte la presse aujourd'hui? En 1995, on avait son petit carnet d'adresses papier, son téléphone portable, et donc on appelait les journalistes une par une pour savoir quel sujet tu traites en ce moment, le mois prochain, sur quel numéro tu travailles, essayer de voir comment placer le client. On envoyait par la poste, et puis on avait beaucoup plus de temps pour prendre des cafés, aller en rédaction avec sa valise, montrer les produits, etc. Donc aujourd'hui, le carnet d'adresses papier s'est transformé en fichier Excel de milliers de contacts. Vous les contactez avec votre iPhone, vous pouvez les contacter par Facebook, leur envoyer un tweet, un message, les contacter via LinkedIn. Et donc vous créez de l'interaction avec les journalistes. Donc la façon d'adresser la presse et de communiquer a complètement changé. Un petit exemple assez éloquent, donc là c'est aujourd'hui et aujourd'hui. Donc voilà, le magazine Elle, qui est voilà, un des plus connus en France, est édité à 250 000 exemplaires papier, donc distribué dans tous les kiosques en France. Le blog de Betty, donc blogueuse mode, a 695 000 abonnés sur Instagram et chaque photo apporte 20 000 likes. Donc à elle toute seule, en fait, elle a 3 fois l'audience du Elle papier. C'est juste pour montrer à quel point l'influence que peuvent avoir ces personnes sur Internet et le fait qu'il y a des nouveaux relais d'influence qui peuvent être beaucoup plus forts parfois que la presse papier. Et puis voilà, une dernière petite data, c'est que voilà, un article du New York Times est tweeté toutes les 4 secondes dans le monde sur Twitter. Donc en fait, les articles que vous obtenez, c'est devenu un peu des forums de discussion sur lesquels les gens vont commenter, taguer des amis, etc. Et donc créer du partage. Et je pense que ce qui est important aussi aujourd'hui, c'est d'obtenir des articles qui font parler le public et qui font interagir le public. Donc du coup, quand on me demande est-ce que les RP sont mortes, non, elles sont juste en train de renaître. Et je pense que ce soir, vous allez savoir comment. Merci. Merci Anna, je crois que tu as bien résumé la situation et la complexité de ces métiers de communication aujourd'hui. Moi, je propose qu'on démarre avec toi, Michel. Facebook, le plus grand réseau social au monde. Peut-être commencer par rassurer les marques qui sont sans doute frileuses. Et du coup, pour les RP, c'est compliqué parfois de vendre une campagne sur Facebook parce qu'on se dit il va y avoir de l'interactivité, il va y avoir des réactions qui vont peut-être être désagréables pour la marque. Comment aujourd'hui on fait pour rassurer les marques sur les réseaux sociaux? Tout d'abord, bonsoir. Donc Michel, Gilbert, ravi d'être là avec vous ce soir et j'espère que tout ce qu'on va vous raconter va être utile. Et si ce n'est pas utile, vous venez me chercher au cocktail et on sera encore plus concret. J'ai un petit accent, désolé, ça fait 25 ans que je suis en France, mais je n'arrive pas à le perdre. Mais ceci dit, mais tu parles très très bien français. Quand on fait des RP, ça m'arrange parce que je peux toujours dire aux journalistes I didn't understand. Donc c'est très bien. Donc pour répondre à la question, comme vous savez, on est en train de vivre ce qu'on appelle une révolution numérique ou digitale. C'est-à-dire que qu'on ne veut ou pas, qu'on soit une marque, un média, un journaliste, les nouvelles technologies ont changé la façon que nous communiquons. Et qu'on veut changer ou pas, il faut changer parce que la technologie ne va pas s'arrêter. Donc, quand on se pose la question, est-ce qu'il faut avoir peur, pas avoir peur, je dis on n'a pas de choix. Le modèle de communication a complètement changé, comme on a vu. Ce n'est plus de top-down, je mets un message, quelqu'un le reçoit. Aujourd'hui,
on peut envoyer un message et un retour tout de suite. Et c'est quelque chose qui est positif et qui donne de nouvelles opportunités. Il faut juste savoir les saisir. Il ne faut pas avoir peur parce que là, d'avoir un retour direct d'un client, d'un journaliste, c'est quelque chose de positif. Avant, on faisait une campagne publicitaire. On attendait les post-tests, les pré-tests, les retours. Et en fait, c'était trop tard. Aujourd'hui, on peut lancer quelque chose sur des réseaux, sur Facebook, et dans les secondes qui suivent, on sait si c'est un flop ou pas. Donc, je pense que c'est quelque chose de très positif et que même en termes de service client, ça ajoute tellement plus de choses parce que tout à l'heure, on parlait de personnalisation. Ça nous permet également d'avoir une relation beaucoup plus personnelle avec ses clients et dans le cas de relations presse avec ses journalistes. Alors, on a compris, donc pour les marques, effectivement, elles n'ont pas le choix. Donc, elles doivent communiquer sur les réseaux sociaux. Pour les RP, pour les gens qui travaillent tous ces réseaux, qu'est-ce qui change avec les réseaux sociaux? Il y a un phénomène finalement compliqué d'identité. C'est-à-dire, je suis représentante d'une marque, je suis l'intermédiaire du journaliste et puis je suis moi-même en tant que personne sur les réseaux sociaux. Quels sont tes conseils là-dessus pour une attachée de presse sur les réseaux sociaux? Je pense que on doit avoir plusieurs identités. Ça, c'est une question très personnelle aussi. Hein. Je pense que chacun essaie de faire un personnage ou quand on communique avec l'entreprise, je pense que là, on a une identité pour l'entreprise. Mais ceci dit, aujourd'hui, quand on est connu, par exemple, je vais prendre mon cas, je ne suis pas connue, je ne suis pas célèbre, mais je travaille chez Facebook. Donc, quand je vais poster quelque chose, même si je le poste pour Michel Gilbert et pas pour Facebook, quand même, c'est associé à la marque. Donc, il faut juste être clair là-dessus. Et quand on va prendre parole, comme on dirait à nos enfants, il faut faire gaffe à ce qu'on dit et qu'on en dit et comment on le dit. Mais ça, c'est le b.a.-ba de la communication. Hein. Mais oui, c'est un peu plus complexe, mais en même temps, ça ouvre encore, je suis très positive, j'aime bien l'être, beaucoup d'opportunités de communication, de personnalisation de messages, parce qu'on sait qui est en face et on sait à qui adresser le message. Et on peut également éviter de faire de bruit, parce qu'avant, on envoyait un message à tout le monde, le même message à tout le monde. Aujourd'hui, on peut savoir exactement à qui on doit envoyer quel type d'information. Donc ça, c'est une force énorme. Si on fait bien notre boulot aujourd'hui, on ne devrait pas embêter les gens avec des choses qui ne les intéressent pas. On arrive à cibler, on arrive à avoir un retour en direct. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais je pense qu'encore une fois, oui, c'est pas parfois difficile de savoir comment gérer la marque par rapport à qui moi je suis personne. Mais rapidement, on crée des outils pour la marque. Et ensuite, on a notre propre personne, mais quand même, quand on travaille dans ce métier, les personnes vont également regarder ce qu'on va dire. Michel, est-ce que tu peux partager avec le public des conseils précieux pour être efficace sur Facebook quand on communique pour une marque? Oh là là! Ça, allez, 2-3 trucs. Mais il y a beaucoup de conseils à donner. Donc aujourd'hui, le consommateur, il a besoin de cette approche personnalisée. Un consommateur ne veut pas être monsieur et madame tout le monde. On ne veut pas recevoir, surtout je parle de Facebook, parce que Facebook c'est quand même un média, je dirais, une plateforme très personnelle. On regarde sur son smartphone en moyenne sa fil d'actualité 14 fois par jour. Mais 14 fois par jour, c'est quand même énorme en moyenne. Et chaque personne ici, on a 1,4 milliard de personnes sur Facebook. Il n'y a pas une seule personne qui a le même fil d'actualité. Donc, quand on reçoit la photo de sa nièce à côté de la pub pour Air France a intérêt à super bien communiquer pour ne pas énerver le consommateur. Parce que là, on est dans le personnel. Donc, les marques doivent vraiment jouer sur ce côté de savoir, et c'est là on a bien évidemment des conseils créatifs, de ciblage. On entre dans la vie des gens, finalement. On rentre dans la vie des gens. Et c'est ça qui le rend plus pertinent, c'est-à-dire que moi, je suis femme qui aime le footing et qui adore les voyages. Donc, New Balance a tout intérêt à communiquer avec moi. Et moi, je vais être contente de voir en publicité New Balance. Donc, c'est toujours les mêmes recettes de communication, bon message aux bonnes personnes au bon moment. Et maintenant, on peut contrôler ça. Et alors, plutôt sur les réseaux sociaux, plutôt des messages courts, des images, des vidéos? Très court, on n'est pas là pour raconter sa vie, hein, c'est être pertinent. Court, les vidéos marchent
extrêmement bien, très viral. C'est ce que se partage le mieux, c'est tout ce qui est photo, vidéo. Aujourd'hui, en moyenne, 4 milliards de vidéos sont partagées sur Facebook par jour. 4 milliards de vidéos partagées par jour. C'est quand même, on n'arrive même pas à voir la taille que ça peut représenter. Mais c'est le contenu qui se partage le plus vite. Et si on regarde, moi j'ai la chance d'avoir des ados à la maison et je vois la consommation. Donc c'est, comme on disait, c'est du snacking. C'est rapide, interactif. Il faut que ça aille vite. Il faut que le message soit clair. Il faut qu'on arrive à attraper l'attention de quelqu'un en quelques secondes parce qu'il y a une compétition d'espace, une compétition de messages. Et alors toi, Michel, en tant que directrice de la com de Facebook, tu peux nous dire comment Facebook utilise les réseaux ou même le web de manière générale pour communiquer? On est né dedans, on ne fait pas de communiqué de presse. Nous, on n'est pas dans une démarche classique de relation presse, c'est-à-dire qu'on en parlait entre nous juste avant de venir vous parler, c'est que pour moi, pour Facebook, je suis plutôt dans le qu'est-ce qu'on ne dit pas que ce qu'on doit pousser, parce que tout le monde veut parler de Facebook. Et moi, c'est trop d'informations, toute l'information. Donc, moi, mon rôle, c'est de plutôt bien gérer, bien choisir les priorités, bien choisir les messages qui sont le plus intéressants. Mais c'est atypique, parce que je sais quand on est dans une démarche de relation presse classique, c'est quel angle il faut donner à quel journaliste et tout ça. Nous, on utilise les réseaux, bien évidemment, et toutes les... C'est pas que Facebook, j'utilise Instagram, Twitter, LinkedIn, tout réseau est bon pour communiquer parce qu'il y a des audiences totalement différentes et des usages différents. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas les mêmes personnes ni les mêmes usages selon le réseau sur lequel on est. Et donc, on va essayer de capter l'attention, exactement comme pour une publicité, avoir le bon message au bon moment à la bonne personne et donc sur la bonne plateforme. Donc, c'est vraiment un choix que nous avons. Et tu m'as parlé aussi de la relation personnelle entre les RP et les journalistes, que c'était finalement, pourtant Facebook, c'est quand même la naissance digitale pure, et pourtant, la relation humaine, les relations personnelles sont très importantes. C'est extrêmement important, surtout en France. Parce qu'il y a des différences. L'art de vivre français. En France, il est très important, j'ai vu le slide avec le café, ça reste extrêmement important, même si c'était de champagne ou de vin, ça serait encore mieux. Donc, je caractérise parce que... Mais c'est vrai que le relationnel, on ne peut pas le remplacer par le digital. On a besoin, surtout dans notre métier de relations médias, de bien comprendre son média. Je pense que déjà, c'est la responsabilité de quelqu'un qui fait notre métier, c'est par respect pour le média, de bien le connaître, de bien comprendre ses objectifs pour qu'on soit un service. Parce que nous, on est un service. Relation presse, c'est un service pour les médias. On est là pour faciliter et pour aider et même travailler un peu pour donner des bons angles et réfléchir ensemble. Donc, c'est un travail très stratégique et ça me rend triste que parfois les gens pensent que des RP, c'est des cocktails et des crevettes et je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas que ça. Il y a une vraie stratégie, et notre responsabilité, c'est bien comprendre les médias et prendre le temps pour les voir de visu, passer du temps ensemble, parce qu'au-delà d'un communiqué de presse ou d'un tweet, il y a un relationnel qui s'installe et une compréhension de nous ce qu'on est en train d'expliquer, parce que ça demande une pédagogie, tout ne se résume pas en quelques caractères. Et ce que tu m'expliquais aussi, c'est qu'une entreprise digitale, finalement, doit encore plus s'humaniser. Totalement. C'est vraiment important. Quand je suis arrivée chez Facebook, j'étais dans un entretien d'embauche et on m'a dit qu'est-ce qui est la première chose que vous voulez faire pour Facebook. Et j'ai répondu put a face on Facebook. Parce qu'en fait, en arrivant en France et en arrivant chez Facebook, j'ai dit mais c'est dommage, personne ne sait qu'il y a des vraies personnes qui travaillent chez Facebook. Oui, on est une vraie équipe, il y a des personnes qui prennent des décisions. Et donc, pour moi, c'était essentiel de mettre des visages et de humaniser une marque digitale. Parce que derrière tout ce qu'on voit sur ces écrans, c'est des personnes qui travaillent jour et nuit pour offrir cette technologie. Et donc, c'est très important. Le visage, c'est Mark Zuckerberg quand même aujourd'hui. Oui, mais c'est une des personnes qui compte, mais il y a beaucoup d'autres qui sont là. Mais c'est vrai que lui, c'est le plus médiatisé parce qu'il avait un film qui a fait le tour du monde. Donc, les gens aiment bien le cinéma. Est-ce que vous avez des questions à poser à Michel, précisément sur Facebook, la stratégie sur les réseaux sociaux? Vous passez un micro? Oui. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de comment vous avez justement humanisé Facebook
quand vous êtes arrivé? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on ne pense pas que ce soit juste Mark Zuckerberg d'un côté et puis un outil digital de l'autre? Bon, j'ai utilisé le téléphone qui est assez ancien et j'ai appelé personnellement un maximum de journalistes et j'ai proposé de venir dans les locaux qui étaient assez pourris à l'époque et de prendre un verre ensemble, un café ensemble et de rencontrer les équipes. Donc, ça se passe par des interviews, hein, bien évidemment, des profils, de mettre des visages pour les personnes, c'est-à-dire sur des postes clés. C'est assez classique, on revient dans les relations médias classiques, c'est des interviews, des rencontres, d'organiser un maximum d'événements et d'ouvrir les portes. Parce que je pense que quand on ne peut pas rentrer dans une entreprise, on imagine beaucoup de choses. Mais dès qu'on ouvre les portes et on montre, voilà, ça marche comme tout le monde, là, il y a déjà une autre façon de voir les choses et de humaniser et de démystifier. Parce que pour beaucoup de monde, Facebook, oui, ça fait Mark Zuckerberg, social network, oh là là, qu'est-ce qu'ils font tous avec toute notre information. Mais quand on arrive dans l'entreprise et on voit que les gens sont en train de travailler, qui ont tous la même mission, les mêmes valeurs, et c'est des gens comme tout le monde, là, ça humanise tout de suite l'entreprise. Une autre question? Alors, je propose que on passe la parole maintenant à Laure. Laure Lefebvre, donc Minute Buzz. Merci Michel beaucoup. Bonsoir. Minute Buzz. Alors, peut-être que tout le monde connaît Minute Buzz, bien sûr, mais peut-être pas très bien. Oui, peut-être pas tout le monde. Donc, Laure, tu peux nous expliquer en quelques mots quel est ton job? Pourquoi c'est une nouvelle façon de communiquer pour les marques? D'accord. Minute Buzz, c'est 2 millions de partages, 20 millions de visites chaque mois. On est là pour apporter du sourire et de la légèreté, plutôt à une génération de 20-35 ans, notre audience. Et on est présent sur tous les réseaux sociaux pour le faire aussi. Et voilà, donc créer du sourire, c'est principalement la mission. Et en fait, les marques autour s'intéressent aussi à ce message-là et créer du sourire. Et donc, on les aide pour le faire. En fait, ce qu'on fait pour nous, on le fait pour les marques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Tout ce qu'on sait faire, on s'est dit, bah, on n'a qu'à le faire pour les marques. Donc, on va les aider à les comprendre. Comme tu disais, je pense que ce qui est important, c'est qu'on comprenne une marque comme nous, on nous comprenne aussi. Et on s'imprègne de leur univers et on va aller ensemble créer des histoires qui sont virales, donc qui vont se partager sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, et c'est très important ça, c'est que chaque histoire, on adapte le format en fonction de où on va le diffuser, qu'on le diffuse dans nos flux, qu'on le diffuse sur nos réseaux sociaux, qu'on le diffuse dans nos réseaux partenaires. Donc vraiment, je reviens à cette même chose qui est un message, une bonne personne et un bon canal de diffusion. Donc vous êtes créateur d'histoire, Ouais. c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y a un exemple peut-être qu'on peut partager de communication récente? Ouais, bah, je ne peux pas trop donner de nom, mais il y a une campagne qui arrive pour un producteur de bière en mai. Et typiquement, lui, il a demandé en fait à revenir dans des valeurs plus simples. Le moment de la bière, c'est le moment assez simple dans la journée où tu te détends. Et c'est finalement un moment assez simple, mais qui est précieux. Et donc, en fait, autour de ça, on va l'aider en créant soit un peu de vidéo, soit un peu de contenu post-list, soit des images. Et chaque format, on va les diffuser sur chaque réseau social différemment, parce que c'est les mêmes personnes qui ont des usages différents sur chaque réseau social. Donc, on leur parle différemment. Qu'est-ce qu'elles recherchent, les marques, avec Minute Buzz de différent par rapport à une communication RP classique? Bah, elles cherchent à parler différemment à des gens qui cherchent des choses différentes. En fait, ça adresse des communautés finalement. Ouais, c'est ça. Donc elles cherchent de l'engagement. Ça, c'est hyper précieux. En temps réel, évidemment. Donc, en effet, nous, on nous demande encore du post-test, mais c'est plutôt parce qu'il faut prouver que ça a fait des ventes et des choses comme ça. Mais l'engagement, il est immédiat et on le voit directement. Et elles cherchent aussi à le faire en s'associant à des marques qui les rassurent. Ça, c'est très important aussi. Et c'est pour ça qu'il y a des plateformes qui sont Facebook, il y a Instagram, mais il y a des intermédiaires comme nous qui, en fait, elles s'associent à ces marques pour aller sur ces plateformes parce qu'elles se disent qu'on est créateur de contenu et on sait le faire et on sait générer de l'émotion et du sourire. Donc vous identifiez des communautés, je ne sais pas, par exemple les jeunes femmes. Oui, en fait on regarde surtout, je pense que
Enfin, moi, j'ai créé Minute Buzz en 2010 avec Maxime Barbier, mon associé. On est maintenant 25 dans l'entreprise et on est tous des passionnés des réseaux sociaux. Donc, en fait, ce qui nous passionne, c'est de regarder tous les usages de chaque réseau social, d'essayer de bien le comprendre. C'est chacun aussi sont des médias et de se dire comment on va aller s'adresser, jouer dessus pour la marque Minute Buzz, quoi. Avec un retour sur investissement mesurable. Oui, exactement. Nous, on est vraiment sur l'engagement. Donc, l'engagement, c'est toutes les interactions, c'est tous les partages qu'on s'est générés, c'est toutes ces choses-là que les grandes plateformes réseaux sociaux savent très très bien nous mettre comme outil à disposition, quoi. Ça, c'est génial. Enfin, c'est un truc. Nous, on voit tous les jours ce que Facebook met à disposition pour nous et c'est fabuleux de voir cette modération qui est de plus en plus facilitée en temps réel, des outils de reporting géniaux qui nous permettent de nous améliorer en permanence dans la relation des marques envers les audiences, quoi. Et alors, quand on a préparé ensemble ce rendez-vous de ce soir, tu as été assez critique avec les RP classiques, hein, tels qu'on les a connus pendant des années. Pour toi, il y a un modèle complètement passé qui est plus du tout efficace. C'est juste déjà l'exercice. Qu'est-ce qui fonctionne plus? Mais l'exercice ce soir, en fait, moi c'est plutôt mon associé qui parle à des gens en général plus une personne à plusieurs personnes. Moi j'aime bien savoir à qui je parle. Donc déjà là l'exercice il est déjà un peu en dehors de ce que je sais faire. Ouais. Et en général donc je pense que c'est très important de savoir à qui on parle tout simplement. Donc l'envoi de communiqué de presse nous, on s'est pris 2010, maintenant ça change un peu, mais on s'est pris des salves de mails, je sais pas, Apripou, l'anti-pou pour les familles. Toi, tu es là, mais non, mais moi je suis Minute Buzz, je raconte des histoires un peu what the fuck. Donc ton pou, ton anti-pou pour les familles, tu vois, je crois que tu me connais pas, quoi. Et donc, je pense que les CP, tous ces trucs-là, les mails où juste on nous envoie un message alors qu'on ne nous connaît pas, c'est pas top. Par contre, on a des RP incroyables, je donnerai pas les noms, mais qui nous appellent, qui nous disent « Ah, j'ai envie de savoir où vous êtes », je rejoins Michel complètement. « Ah, vous êtes dans le 11e, est-ce que je peux passer en matinée, tôt le matin, parce que je sais que vous bossez beaucoup, donc est-ce que je peux passer plus tôt ?» Et j'ai envie de savoir qui est derrière Minute Buzz, et quand je veux faire un truc avec une marque, comment je pourrais le faire avec vous. Enfin, c'est génial, quoi. Donc c'est plutôt ça que, voilà, juste s'intéresser à nous et se comprendre, quoi. Mais comment on fait pour s'intéresser à un réseau aussi important et adapter ses messages à autant de supports différents? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec la présentation d'Anna sur Babbler, 300 supports à la place de 30 à peu près, hein, aujourd'hui à gérer en RP. C'est compliqué de se dire je vais faire un message personnalisé pour chaque support quand même. Après... Moi, je dirige une marque, finalement, Minute Buzz. On a une logique de marque aussi, parce qu'on veut faire grandir une marque avec ses valeurs, même si elle est toute jeune et qu'elle a du chemin à faire encore. Mais si je suis une marque, j'ai envie de connaître par cœur les gens que j'adresse, ma cible. Donc, pour connaître par cœur ma cible, j'ai envie aussi de me dire qui sont les médias qui adressent cette cible-là. Et je pense que la première démarche, c'est de se dire j'ai mon message de marque, j'ai cette cible-là qui est... je sais pas, moi, les 12-18 ans, les 20-35 ans, les 35-50 ans. Et ensuite, quels sont les médias qui ont ces audiences-là? Et après ça, aller voir chaque média, lui demander comment tu adresses les gens, quel format tu as de diffusion, quel message, moi je te donne ce message-là, qu'est-ce que tu en ferais? Et nous, on voit des marques qui sont en train de générer des vrais, on appelle ça des content rooms. Donc en fait, elles ont leur message qu'elles vont se dire pour le premier semestre, le deuxième semestre, elles ont ces messages, ces valeurs fortes. Elles se disent, j'ai des médias que je connais par cœur, qui sont sur mes cibles-là, et on se voit ensemble, on se réunit avec ces médias, et elle se dit, toi, tu pourrais l'adapter comment, et toi, tu pourrais l'adapter comment, et tu pourrais le diffuser comment. Donc, il y a un vrai boulot en amont, quoi. Et nous, on adore ça, ouais. Vraiment, on va en reparler après plus précisément, mais une des clés aussi pour ne pas se perdre, sans doute, c'est d'identifier les bons influenceurs. Ça, c'est un mot, je crois, qu'on va tous retenir ce soir. Comment on reconnaît un influenceur? Comment on reconnaît un influenceur? Si, on en a parlé. Quelqu'un peut m'aider là? Son rayonnement sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, c'est un fort impact sur une cible qu'on cherchait à cibler, quoi. Enfin, donc ça veut dire qu'il faut travailler avec des outils de e-réputation, par exemple, pour
trouver les Ouais. bons relais sur sa communication? Enfin, après, pour moi, les influenceurs, ils sont partout le moment où on a un super message qu'on donne à une audience qui pouvait s'approprier ce message-là, quoi. Ouais, la clé aussi, c'est d'avoir un bon produit, communiquer sur un bon produit, parce que Nous, on est persuadés de ça chez Minute Buzz. C'est un bon produit, c'est très facile de le viraliser. sinon, Parce ça que- pardonne pas. Après, c'est très compliqué, quoi. C'est vraiment très compliqué et ça ne pardonne pas, je suis d'accord, parce que ça se voit directement. Et quand nous, on essaye de distordre un message, ça se voit directement et nos audiences nous le font savoir directement, quoi. Tu voulais aussi nous présenter un exemple de campagne. Je crois que tu as quelques slides. Ouais, en fait, c'était pour vous montrer un peu concrètement, mais par exemple, Milka Biscuit, qui a gagné pas mal de prix Brain Content sur le premier trimestre 2015, on a fait une campagne Milka pour eux. Si tu peux revenir au slide précédent, ouais, voilà. Donc le message de la marque, ils souhaitaient parler d'une manière contenue, donc ils ont en fait sorti une super app vraiment dans l'advergame, donc dans le jeu, et ils se sont dit, mais comment on fait télécharger des apps auprès de vos audiences, Minute Buzz, et ils nous ont expliqué toute la campagne avec la logique média derrière, donc ils nous ont vraiment donné la big picture de ce qu'ils souhaitaient faire et comment ils allaient adapter ce message principal à chaque format et chaque média. Et c'est vraiment, là, les valeurs de la marque, c'était le partage, le ludique, la tendresse. Donc Minute Buzz rentrait complètement comme un influenceur. Et on est allé, il y avait vraiment dans cette campagne, en tout cas dans cette prise de parole de Milka, un format par support. Donc il y a eu un événement RP Blog qui conviait des éditeurs. Si tu peux revenir juste avant. Ouais. Il y avait un partenariat avec TF1 pour une adaptation du spot pub de Nos chers voisins, un partenariat Facebook et Carrefour Média, enfin tu pourrais bien en parler, mais qui étaient des posts Facebook qui en fait ciblaient les porteurs de cartes Carrefour, donc c'était assez impressionnant. Et à côté de ça, nous, on a eu une vraie approche éditoriale sur Minute Buzz là-dessus. Et c'était impressionnant de voir le dispositif média, et tout ce monde-là était réuni voilà, pour organiser ça, quoi. Alors les slides d'après. Et les exemples, c'est donc ce que nous on a fait, donc un traitement très insolite, sourire, autour, donc jamais en parlant de Milka, jamais en parlant de l'appli frontalement, toujours en racontant une histoire. Donc waouh, ce coup de vieux quand on voit l'évolution du jeu vidéo multijoueur, en respectant nos formats de prise de parole, qui sont des post-lists, des images, des gifs, des vidéos. Et on a associé en fait le message de Milka autour. Et ça a été une super réussite virale. De viralisation de ce message et d'attribution de marque aussi, c'est très important. Une suivante, je crois. Et la suite, c'est qu'après, on l'a diffusé sur Facebook. Donc voilà, et ensuite, on l'a diffusé partout dans nos flux. Et aussi, et là, c'est un exemple aussi, on avait adapté en techno tout pour que ça soit en fait adaptable en fonction de chaque appareil mobile. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur cette campagne ou sur l'intervention de Laure sur Minute Buzz, son travail, la façon dont il fonctionne? Pas de questions? C'était tellement clair. Ok, donc on enchaîne avec Sarah. Donc je disais, Babbler, pour moi, c'est l'exemple parfait d'une agence RP digitale. Tu peux nous présenter plus précisément? Alors, Babbler, c'est pas une agence, en fait, c'est une plateforme d'échange d'informations et de contenu en temps réel entre les marques entreprises et les médias au sens large. Ça prend la forme d'un réseau social sur lequel on peut avoir un profil, on peut inviter son réseau à suivre son actualité, donc un peu comme sur Facebook ou comme sur Twitter, parce qu'on peut avoir un fil d'actualité qui est ciblé. On adresse différents secteurs, donc on a commencé sur les secteurs grande conso sur la mode, et puis maintenant on est sur 8 secteurs conso, donc mode, beauté, food, high-tech, kids et home, plus tourisme là qu'on est en train d'ouvrir, et on lance là depuis quelques semaines une offre corporate qui va permettre à des entreprises de communiquer sur du service et sur des informations et des actualités qui ne sont pas axées produits mais qui peuvent être axées RH, finance, culture, enfin d'autres types d'actualités. Une croissance assez rapide. Une croissance assez rapide dans le sens où effectivement quand on a lancé Babbler avec Anna, c'était un vrai pari.
parce que c'est donner un nouvel outil de communication entre les marques et les médias. Donc ça veut dire aussi changer les habitudes de travail et le quotidien à la fois des attachés de presse mais également des journalistes, donc qui vont devoir prendre l'habitude de follower des marques pour récupérer leur actualité, et les attachés de presse de poster des contenus plutôt que d'envoyer des communiqués de presse ou des CP. Donc c'est vraiment un changement dans l'usage au quotidien. Quand on a lancé Babbler il y a 2 ans, on avait 185 journalistes et 45 marques. Aujourd'hui, on a 3000 journalistes et 300 marques qui nous suivent. Et puis effectivement, on s'est développé sur différents secteurs. Bravo. Et toi, Sarah, tu étais attachée de presse avant Babbler? Tout à fait. Donc en fait, tu as vécu l'avant. Alors moi, je suis attachée de presse de base dans le sens où j'ai fait des études de com, j'ai fait l'EFAP, donc j'ai vraiment été formée à l'école des attachés de presse. J'ai travaillé à la fois pour des marques, donc chez l'annonceur dans les services RP en interne et en agence. Et ensuite, j'ai exercé en tant que freelance. Ouais, donc vraiment, je pense que j'ai balayé de manière assez large les différentes manières d'exercer le métier de RP. Et qu'est-ce que tu ne fais plus et que tu fais en plus? Du coup, à partir du moment où on a créé Babbler avec Anna, du coup, j'ai adopté, donc j'étais la première attachée de presse à adopter l'outil Babbler. La vraie révolution dans le quotidien, ça a été l'impact du temps réel, en fait. C'est-à-dire que je suis passée de je communique avec mes clients de manière hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, ça dépendait de la typologie de client, à je poste une actu, j'ai un journaliste qui la télécharge et mon client est informé en live. Donc ça a été clairement une révolution qui aujourd'hui en fait me paraît moins choquante parce que ça fait tellement partie de la manière dont on communique au quotidien, nous finalement, parce que aussi bien nous que les personnes qui travaillent chez les marques ou les médias, on utilise les réseaux sociaux en permanence. Mais sur le moment, c'était vraiment quelque chose de révolutionnaire, quoi. Le fait que le client puisse être informé directement de l'impact de son contenu auprès de sa cible médiatique, c'est quelque chose qui se faisait pas, quoi, en fait. Quel conseil tu donnerais à un responsable de com ou un attaché de presse aujourd'hui qui doit vivre cette transformation numérique? Je pense qu'en fait, il y a comment on s'adapte? Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues, en fait. Je pense que les personnes qui travaillent dans des agences ou auprès de marques qui travaillent de manière encore très traditionnelle ont l'impression que le fait d'être passé au numérique les oblige à devenir 100% digital, ce qui est faux. Enfin, donc du coup, il y a cette espèce d'appréhension de je suis pas formée, j'ai pas les outils, je vais devoir digitaliser mon service, recruter des experts, etc. Alors qu'en fait, il faut juste être bien équipé, donc avoir les bons outils pour pouvoir communiquer de manière actuelle, en fait, et s'informer, suivre les influenceurs, suivre les tendances de l'écosystème médiatique, et en fait, adapter son travail aux méthodes actuelles. Mais en aucun cas, ça veut dire changer de manière radicale ou stopper, voilà, comme disait Michel tout à l'heure, les attachés de presse, elles n'arrêtent pas de prendre des cafés au sens propre du terme. C'est juste que, comme disait Anna, quand on doit entretenir un réseau de 50 personnes, on peut prendre peut-être 50 cafés par mois. Quand on doit entretenir un réseau de 2000 personnes, on ne peut pas prendre 2000 cafés par mois. Donc, à un moment donné, il faut faire un tri. Voilà, sinon, c'est un autre métier, en fait. Voilà. Ce tri, je reviens à mes influenceurs. Ça veut dire qu'il faut que j'identifie vraiment les bonnes personnes qui vont être clés dans ma communication. Tout à fait. En fait, là, l'idée, c'est vraiment, nous sur Babbler, on a créé des cercles de diffusion, c'est-à-dire quand je crée un contenu, que je le poste sur Babbler, je choisis à qui je le diffuse. Et en fait, je peux avoir un même message qui peut prendre des formes différentes, donc une même information qui va être traitée sous forme de CP, de news, de vidéos, de tutos, de data, et qui va être, en fonction de son format, adressée à une cible différente. Donc, dans le quotidien, c'est la même chose en fait, c'est-à-dire je vais identifier les bonnes cibles. Comment je vais faire pour les identifier? Comme disait Laure tout à l'heure, faut aussi apprendre à connaître ses cibles. Les influenceurs, il y a 2 critères, je pense, parce qu'en général, ils sont quand même, surtout sur les réseaux sociaux qu'on les identifie, qui va être un critère de volume, donc par combien de personnes ils sont suivis, et ensuite qui va être un critère de qualité, qui sont ces personnes. Il y a des personnes qui sont suivies par moins. Qui suit ces personnes. Donc c'est un vrai travail d'investigation en fait. Parfois je vais toucher une personne qui est suivie par 200 personnes, plutôt qu'une qui va être suivie par des milliers, parce que ces 200 personnes, c'est des personnes clés en fait. Et du coup ça m'intéresse que la manière dont le message va être retranscrit touche ces 200 personnes qui sont ses followers. Donc il y a l'influenceur lui-même et les personnes qui suivent l'influenceur.
Tu me donnais l'exemple de Kenza d'ailleurs, qui était assez intéressant. Ouais, alors Kenza ou d'autres, je ne vais pas donner Kenza en particulier, mais je donnais l'exemple de certaines blogueuses mode. En fait, pour moi, il y a, enfin, j'ai pris la mode parce que nous, c'est le secteur de référence, hein, mais il y a vraiment deux impacts en fait chez l'influenceur. J'arrive à passer un message auprès d'une communauté de gens, donc j'arrive à toucher beaucoup de personnes, et puis j'arrive à fédérer des gens. Et ça, c'est deux choses différentes. Et c'est là où on peut se rejoindre sur la manière, enfin, quelles sont les personnes qui suivent les gens. Donc, il y a des blogueuses qui vont passer des messages qui vont être bien relayés, donc ils vont être suivis, ils vont être retweetés, ils vont être repostés, etc. Mais en revanche, il n'y a pas d'engagement derrière. Donc, c'est hyper marrant, d'ailleurs, parce que j'ai regardé ça un peu en détail. Tu vas avoir des blogueuses qui sont suivies par 500 000 personnes, et puis pour autant, elles vont avoir 5 commentaires. Tu vois, tu te dis, c'est hyper bizarre quand même. Par contre, de manière impulsive, il y a les gens qui like parce que oui, j'aime bien, mais ça fédère pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et tu as des gens qui sont suivis par moins de gens, mais qui ont beaucoup plus de commentaires que des blogueurs ou des influenceurs qui sont suivis par plus de personnes, parce que c'est des gens qui arrivent à fédérer et à créer de l'engagement en fait auprès de leur communauté. Et ça, je pense que c'est dans le contenu, dans la manière dont ils éditorialisent en fait leur flux d'informations. Ouais, exactement. Alors, toutes ces mesures, finalement, ça peut aussi générer un peu de stress pour un attaché ou une attachée de presse, parce que finalement, on va pouvoir évaluer la qualité de son réseau aussi, la qualité de sa campagne. Comment on gère cette pression En fait, je pense que le stress de l'attaché de presse, il n'est pas vraiment lié à ça, en fait. Je pense que le stress de l'attaché de presse, il est lié au fait qu'elle a la pression de la part des marques et de certaines marques qui n'ont pas forcément compris cette révolution. Donc, quand on a un client qui nous dit « Moi, je veux 50 parutions ce mois-ci et je veux que mon produit soit dans toutes les pages du top 20 des magazines », même si l'attachée de presse, elle sait que c'est pas ça, en fait, le sens de la communication, parce que moi, je reste persuadée aujourd'hui que c'est pas parce que je vais avoir mon pull bleu dans une page de pull bleu que je vais faire de la com, quoi. Enfin, pour moi, ça n'a plus de sens, en fait, de faire ça. Déjà aujourd'hui, en fait. Mais il y a quand même des marques qui sont restées là-dessus. Donc, il faut arriver à éduquer ses propres clients en leur expliquant que finalement, c'est plus ça, enfin, c'est plus cette manière-là qu'on communique. Et pour ça, il faut montrer des succès de campagne quand même. C'est pas juste leur dire, quoi. C'est arriver à mettre en place des outils pour dire, voilà, vous me demandez 50 parutions dans 50 magazines clés. Moi, je vais vous obtenir une campagne virale qui va vous générer plus d'engagement et vous allez voir que finalement, vous allez être gagnant. Donc, cette pression, je pense qu'elle est aussi, elle vient du côté des marques, quoi. Donc, la première chose, je pense, c'est d'arriver à faire passer le bon message aux marques, à éduquer les marques, et puis ensuite, à mettre les mains dedans aussi, quoi. À dire, bon, ok, je vais aussi prendre le risque d'aller contre ce qu'on me recommande, parce que moi, je sais ce qui est bien pour mon client, parce que moi, je suis une experte de ce métier, et je sais comment je vais faire passer le bon message et comment je vais avoir un bon résultat. Et oui, je vais être jugée. Ça, mais je pense que c'est utopique d'imaginer que les RP vont être un métier qui va passer à côté du ROI, quoi. Enfin, Puis c'est une façon aussi de voir quand une campagne fonctionne ou pas et de réajuster. Tout à fait. Ça permet d'ajuster la campagne presque en temps réel aussi. Parce que le fait d'être obligé de faire des reportings en live et de remonter les informations, ça permet, comme disait Michel tout à l'heure, ou comme disait Laure, je lance une campagne dans les quelques minutes ou quelques heures suivant les personnes à qui je m'adresse. Je vais savoir si elle marche ou si elle ne marche pas. Et je vais donc avoir la possibilité de pouvoir l'ajuster et de pouvoir corriger le tir. Ce qui n'était pas le cas avant, où effectivement on arrivait en fin de mois, en fin de trimestre, en disant bon, ça n'a pas marché, c'est pas grave, la prochaine fois on fera autre chose, quoi. Mais le budget il est perdu, l'investissement s'est loupé. C'est ça, on peut rattraper le coup on peut ajuster la stratégie. Il n'est jamais trop tard pour bien faire finalement, aujourd'hui avec les nouvelles techniques. Tout à fait. Et ça, c'est un énorme avantage aussi du numérique, parce que la presse papier est soumise à des délais de bouclage qui font que, en fait, pour avoir l'article au mois de septembre, il faut l'avoir préparé au mois de juin. Et alors là, si tu t'es loupé au mois de juin, si tu veux, tu peux toujours ramer tout l'été, c'est foutu pour septembre. Enfin, c'est foutu, quoi. Il y a un vrai timing à respecter. Et quand tu as ton client qui te dit début septembre, bon alors, faut mettre le boost là pour la fin du mois. En fait, c'était en juin, donc là, si tu veux, je peux plus mettre le boost, en fait. Et le numérique a permis aussi de pouvoir changer la donne et de pouvoir dire, ok, bon, j'ai loupé mon lancement sur le print, là, clairement, j'étais pas dans les temps, le message n'était pas adapté, j'ai mis du temps pour le voir parce que le temps que ça sorte, le temps que ça fonctionne, il y a encore une routine qui est longue. En revanche, j'ai un plan B. J'ai le numérique, j'ai les sites web, j'ai les applis mobiles, j'ai les réseaux sociaux et on va pouvoir compenser ça autrement, quoi. Et selon toi, aujourd'hui, une campagne print est moins efficace qu'une campagne web?
Alors, exactement. En fait, pour moi, sincèrement, je pense Bien, que... la slide de Babler au début qui montrait la comparaison. Non, mais je pense que Anna a raison dans le sens où le web a vraiment transformé l'écosystème et ça permet, c'est génialissime de pouvoir mesurer tout de suite l'investissement d'une campagne. Donc c'est sûr que après c'est compliqué quand on se dit bon bah voilà, j'ai eu une page dans un magazine papier. Les retombées, c'est quoi? En fait, on le sait jamais, quoi. Oui, à moins s'il y a des gens qui viennent en boutique avec le papier, mais enfin, tu vois, c'est quand même assez rare. Mais par contre, je pense que c'est autre chose, en fait. C'est en train de devenir autre chose, le magazine papier. C'est en train de devenir quelque chose qui a une grande valeur. Et pour moi, c'est quelque chose qui se rapporte à l'émotion et à des moments du quotidien. C'est-à-dire, je suis en vacances, je suis sur mon transat, voilà, j'ai le réflexe, je passe à l'aéroport, j'achète des magazines. Il y a ce côté, je me détends, c'est un moment de plaisir, en fait. Et c'est pas, je m'informe, en fait. C'est un moment de plaisir. Je lis le matin le Figaro avec mon café, ça fait partie d'un moment de détente. Donc pour moi, finalement, ça va moins générer de call to action, en fait. C'est parce que je suis en train de lire le Figaro et qu'il y a une jolie pub que d'un seul coup, je vais aller courir dans un magasin pour acheter un produit, quoi. Ça n'a pas de sens. Par contre, je vais avoir plus de... Je pense que la pub, elle va avoir une autre valeur. Elle est dans un environnement, elle a une autre image qui lui donne une valeur autre, en fait. Comme un beau tableau, comme... Enfin, il y a un écrin. Il y a un écrin. Précieux. Et plus rare. Oui, c'est plus rare. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux pas non plus dire, voilà, on n'est pas le magazine papier, je vais pas l'encadrer. Hein, on est d'accord. C'est quelque chose du quotidien et qu'on se consomme encore beaucoup. Mais je pense que ça aura une autre valeur. On va s'en servir c'est pour quelque chose qu'on paye en plus. On paye, on fait de l'image de marque avec. On est présent dans des supports prestigieux. On a une valeur. On montre la valeur qu'on a. Mais c'est pas avec ça qu'on va générer des ventes tout de suite et qu'on va animer et fédérer son public. Je pense pas. On termine avec un exemple aussi de ce qui est capable de faire Babler. Alors, j'ai pris un exemple, la campagne Carambar, donc on est resté dans le food avec Minute Buzz. En fait, c'était pour vous montrer... On est très sucré ce soir. Voilà. C'était pour vous montrer juste à quoi ça ressemble et un cas de campagne qui montre aussi que Babler ou d'autres outils facilitent aussi la communication interne. En fait, Carambar a lancé une campagne qui s'appelle La blague à 1 franc. Cette campagne, elle était gérée par l'agence de pub Fred et Farid, par le service RP de Mondelez en interne, par l'agence RP Undercover qui gérait du coup la partie communication produit, par les RP de Rire Médecin qui était l'association qui était partenaire de la campagne. Quand ils ont présenté la campagne, ils ont dit bon, voilà, nous, on a tous ces interlocuteurs qui doivent intervenir sur la campagne. Aujourd'hui, dans notre quotidien, c'est très très compliqué. C'est une usine à gaz, quoi. Donc, on doit organiser un événement presse. Comment vous pouvez nous aider? Je leur ai dit comment vous comptiez fonctionner. Ils m'ont dit en fait, nous, on a chacun des listings d'influenceurs différents parce que Fred et Farid connaissent des gens, parce que les RP de Mondelez connaissent d'autres gens. Donc, on va faire des fichiers Excel, on va les imprimer. Je dis ok, on va créer un compte Babler. On va faire un truc plus simple. On va créer un compte Babler. Vous allez chacun uploader vos listings de contacts. Vous allez inviter donc chacun vos références et ensuite vous allez pouvoir être informé en temps réel de qui participe à l'événement. Donc si je suis Carambar ou si je suis Fred et Farid, je vais savoir pour chaque listing quelle personne va participer à l'événement. Je vais pouvoir poster le contenu ensuite pour alimenter le newsfeed des personnes qui vont suivre la campagne. Donc il y avait au départ un embargo, donc on avait mis juste une page événement avec la possibilité de participer ou non à l'événement. Et ensuite, chaque interlocuteur a pu choisir de dire voilà, nous en tant que Fred et Farid, on veut dévoiler un extrait de la vidéo. Par exemple, moi, Rire Médecin, je veux mettre en avant un expert, donc est-ce que je peux faire une fiche porte-parole pour faciliter les interviews, c'est-à-dire que les journalistes puissent récupérer directement des fiches porte-parole avec biographie, verbatim, qui sont les gens que je vais interviewer pour avoir un aperçu avant et choisir. Donc c'était pour faciliter les choses. Donc tout a été centralisé sur un seul et même endroit. Et ils ont pu échanger tous ensemble sur la campagne. Juste la slide d'après. Et vous n'avez pas eu de réunion physique? Si, bien sûr, on a fait une réunion physique pour qu'elle soit parce qu'il faut que ça soit calé. Mais par contre, on a gagné énormément de temps dans la gestion de la campagne. Il y a un outil de centralisation. Mais c'est surtout les échanges, c'est du temps inutile. Enfin, je veux dire, d'appeler pour dire alors toi qui t'as répondu et moi attends je te renvoie mon truc. Enfin, c'est du temps qui sert à rien, c'est du temps qui ne crée pas de valeur ajoutée en fait. On avait la possibilité de mettre tellement de formats différents, donc c'est pour ça qu'on disait les fiches porte-parole par exemple, c'est aussi dans ces moments-là on veut toujours interviewer différentes personnes, donc les journalistes disaient moi je veux interviewer le créatif de Fred et Farid, moi je veux interviewer la personne de chez Rire Médecin, moi je veux interviewer quelqu'un chez Mondelez, mais qui chez Mondelez, donc c'est compliqué, etc. Donc on a dit ok, chaque partie va mettre ses fiches porte-parole, donc quels sont les experts que tu veux mettre en avant pour cette campagne-là,
Et en fait, les journalistes pourront aller consulter les fiches experts et faire des demandes d'interview en ligne. Et à partir de là, ça simplifie les choses. Parce que c'est pareil dans le quotidien, organiser une interview avec un média, c'est une démarche très engageante. Ça veut dire, je vais contacter un média, je vais lui présenter mon client, je vais prendre du temps. Si finalement, c'est pas concluant, c'est très gênant quand même, tu vois, pour le média de dire, c'était sympa de se rencontrer, mais en fait, finalement, ça m'a pas intéressé, je vais pas publier l'interview, donc tout le monde a perdu du temps pour rien. Là, c'est pour faciliter ça aussi, c'est de dire, voilà, nous, on a des experts sur ce sujet, voilà qui ils sont, voilà quel est leur parcours, voilà quels sont leurs verbatims, vraiment comment ils s'expriment sur la marque et ce qu'ils ont à dire. Et puis après, à vous de choisir. Donc il y a une espèce de présélection qui se fait de manière naturelle. Et bien évidemment, l'interview, elle se fait physiquement et on rencontre les gens. Mais ça permet de ne pas perdre de temps non plus là-dedans, quoi. Et de pouvoir, encore une fois, cibler le bon message à la bonne personne au bon moment, quoi. Voilà. Super, tu as terminé. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. On arrive au terme de ces interventions. Est-ce que vous avez des questions? Alors là, ça peut être pour tout le monde. C'est tout à fait ouvert. Ah, Roxane. Vous n'avez vraiment pas des questions? Non. Je vous donne un peu de temps pour réfléchir, parce que j'en ai plein, au cas où. Première question, c'est qu'on a évoqué quelques exemples de comment les données, la data, la big data notamment, a influencé les nouveaux médias. Donc on a évoqué un peu le temps réel, aussi un peu avec Facebook, mais pas plus que ça. Moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les données qui influencent les journalistes, les agences. C'est quoi les différentes données aujourd'hui qui sont importantes et qui changent la façon aussi qu'on crée du contenu? Donc ça, c'est aussi pour Minute Buzz. Je ne sais pas si vous avez un peu le même format qu'un BuzzFeed, par exemple. Je prends la parole. On a vu vraiment la différence depuis 2010. On nous demandait de la visibilité, on nous demande de l'engagement. C'est un mot qui n'existait pas avant Facebook, ou presque. Pas dans ce sens-là. Pour se marier, voilà. Et on a vraiment vu le switch, quoi. Donc c'est vraiment ces indicateurs-là. Visibilité avant, c'était des vues sur les vidéos, des consultations sur les contenus, de l'affichage finalement. Et maintenant, c'est de l'engagement. Donc l'engagement, c'est toutes les interactions qu'on peut avoir comme outil autour. Donc après, chaque média a ses outils. Nous, on a un système d'émotion. Par exemple, BuzzFeed a un système plutôt d'icônes. Après, il y a les commentaires, il peut y avoir les likes chez Facebook. Enfin, chacun, après, a ses outils d'engagement. Et je fais une petite question de follow-up. Si on rentre dans un schéma où on crée du contenu basé sur des données, est-ce qu'on crée du contenu qui est de qualité un peu plus inférieure que s'il n'y avait pas ces données derrière? Après, nous, on vit pour le partage des gens. Il y a des gens, en fait. On adresse des messages à des gens. On n'adresse pas des contenus pour Google. On est vraiment né avec les réseaux sociaux. Donc, en fait, tout notre trafic vient du partage. Quand j'ai dit au départ, Minute Buzz, c'est 20 millions de visites, 2 millions de partages, c'est 70% du trafic vient des réseaux sociaux. Donc, en fait, on est là grâce à vous, quoi. Grâce à tous les partages des gens. Donc, en fait, c'est parce que les humains apprécient les contenus qu'ils les partagent. Donc même si on rajoute de la data et tout ça, je ne crois pas que ça va baisser en qualité, puisque c'est les gens qui partagent, quoi. Ça répond à la question? Très bien. Il y a d'autres questions? J'ai une toute petite question. Vous avez parlé d'engagement, moi je voudrais parler de transformation. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre vos clients qu'après l'engagement, on passe à la transformation? C'est-à-dire la vente. Alors, comment on le mesure ou comment on mesure, comment justement on arrive à travailler ça? Parce que moi, j'ai fait une campagne sur Facebook, j'ai eu des engagements, mais je n'ai pas eu de transformation. Là, ça demande une consultation. C'est difficile sans le savoir. Je ne sais pas comment c'était fait, quel était l'objectif. Si c'était un objectif dès le début de transformation et d'achat, il fallait que la campagne soit développée dans ce sens-là, avec des outils faits pour cet objectif-là. Nous, on dit à chaque annonceur ou chaque personne qui fait une campagne, quel est votre objectif? Parce que
le reste, autrefois, c'était avoir des likes. Des likes ne servent à rien. Rien. Mais je vous le dis, hein, arrêtons de courir après des likes. Quel est votre objectif? Quel est le call to action? Quel outil est-ce que vous avez mis derrière? Comment est-ce que vous avez ciblé votre campagne? C'est toutes les questions qu'on peut se poser. Est-ce que le call to action était assez compris par le public? Parce que si c'est un vente qu'on a envie de recevoir à la fin de la campagne, il faut que ça soit développé dès le début. Parce que parfois, souvent, on parle avec plusieurs personnes, on parle avec les agences médias, le client. Chacun a un objectif différent, chacun a envie d'aller dans un autre sens ou dans un autre. Mais quel est votre objectif? Commençons par là et en mettant en face l'outil qui est nécessaire. Donc, je ne peux pas donner un conseil sans avoir vu la campagne. Ça serait trop difficile. Voilà. Je ne sais pas si ça vous aide. Ce que tu disais, Michel, aussi, c'est qu'il fallait avoir une stratégie. De toute façon, ça, le métier, ça ne change pas. Il faut avoir une stratégie avant de se projeter sur est-ce que je vais utiliser les réseaux sociaux, est-ce que je vais utiliser Minute Buzz. C'est d'abord, qu'est-ce que je veux faire, quelle est ma stratégie? Et ça reste, je dirais, la base du métier, l'essentiel. Ça n'a pas changé. Ouais, l'objectif, nous, on vient beaucoup nous voir comme quand même en transfo, la transfo pure, en nous disant, j'ai une audience de plus de 50 ans, enfin j'ai des clients de plus de 50 ans, le secteur automobile, enfin plein de secteurs, je veux parler aux jeunes adultes, aux 20-35 ans, comment je fais? Donc ça, c'est quand même, les gens viennent acheter Minute Buzz, ils viennent nous parler toute la journée pour nous demander, aide-moi, comment je fais? Donc il y a un vrai sujet là-dessus, et la transfo, elle est déjà là, dans cet acte-là. Et la deuxième transfo, et il y a des trucs beaucoup plus précis en objectif, le nombre de fois où on nous dit, j'ai un message à faire passer, Milka, je veux télécharger tant d'app, est-ce que tu peux m'aider? Enfin, c'est ce que disait Michel, quoi. Il faut rester très basique, et nous, on dit, ok, bah, qu'est-ce qu'on peut y greffer autour? Est-ce qu'on sait faire ou on ne sait pas faire? Parce que... Donc il y a aussi des moments où on dit on ne sait pas faire. Mais c'est vrai que le pire des marques pour nous, c'est celle qui ne sait pas du tout justement ce qu'elle veut derrière un objet, quoi. Là c'est compliqué parce qu'on sait que bah, si elle peut pas nous dire son objet, on va forcément derrière, ça va être dur pour nous de répondre à un truc qu'on ne sait pas, quoi. Je vais juste ajouter que c'est une transformation, ça dépend de quelle est la marque. Si on n'a pas déjà une affinité avec la marque, c'est difficile de passer à une étape de transformation. Il ne faut pas non plus sauter les étapes, mais ça c'est la communication de base, même avant. Donc c'est beaucoup de choses, mais il y a beaucoup d'outils qui sont là pour aider à ça et mesurer. Parce qu'aujourd'hui, on travaille avec toutes les marques, et les marques aujourd'hui ne veulent pas dépenser un centime de plus sans ROI. Bonsoir, j'avais une question pour Laure de Minute Buzz. Parfois, je ne sais pas tout le temps répondre. Hein. Je préviens. Je voulais savoir, au démarrage de Minute Buzz en 2010, quelle a été la stratégie pour démarcher vos premiers annonceurs? Si on a eu une. Maxime, mon associé, a eu l'idée. Surtout, on avait ce truc ancré de se dire il y a plein de médias qui racontent plein de trucs d'actualité, tout ça, mais il y a une énorme culture web qui est en train d'émerger, avec des choses magiques que les gens... c'était beaucoup de la vidéo YouTube, upload, et ces contenus-là ne ressortent pas sur le web. Et en plus, ils sont trop sympas, on est mort de rire toute la journée, quoi. Et en fait, à ce moment-là... c'est vrai que tu vois tes équipes éditoriales qui se marrent toute la journée sur des contenus géniaux. Tu vois des annonceurs qui cherchent des messages plutôt sourire parce que c'est la crise et que c'est compliqué. Et moi, je pense qu'on était un peu rêveurs. Hein, 25 ans, tu montes ton truc. J'ai repris un bon de commande récemment et j'avais vendu à Michel Augustin pour 200 € une campagne d'une journée, quoi. Donc si tu veux, tu vois, je crois. Aujourd'hui, si tu regardes ça, tu te dis ah ouais, dis donc, t'as la foi, quoi. Et c'est pour ça que. Non, mais c'est pour ça que moi, j'ai encore des entrepreneurs, parfois ils débarquent au bureau, ils sont j'ai mon service, il est génial, il faut absolument que je te rencontre parce qu'on adore Minute Buzz, et on l'écoute parce que t'as qu'une envie, c'est happé par cette énergie-là. Et je pense que nos premiers clients, ils ont vraiment été happés par cette énergie-là. Et aussi ce nouveau monde, et je pense qu'on a vraiment bénéficié de ce que tu disais, c'est-à-dire une jeune génération qui arrive avec des nouveaux usages et des gens bienveillants, plus âgés, qui comprennent pas trop. Et du coup, si tu es sympa, ils ont envie d'essayer avec toi, quoi. Je pense que ça, c'était vraiment très fort dans notre développement.
Et après, il y a un autre truc que je peux vraiment dire, c'est que moi, j'ai des clients qui ont sauvé notre boîte, quoi. Enfin, des gens, tu as des marques, Orange, des marques, enfin, Oasis, des marques comme ça qui nous ont vraiment fait confiance. Mais parce que c'est des marques qui ont aussi dans leur peau et dans leur sang cette envie Coca d'essayer des trucs. Et donc, je reviens au message de Michel qui est de dire, c'est des marques qui n'ont pas peur, quoi. Et qui n'ont pas peur comme nous. Et parfois, tu fais des erreurs, c'est la merde, mais ils n'ont pas peur. Et c'est des marques, c'est des équipes qui n'ont pas peur de ce que leur boss pense, qui n'ont pas peur de leurs utilisateurs. Et s'ils se gourent, et ben, hop, ils effacent, hop, ils s'excusent, hop, on trouve un moyen, quoi, voilà. Hop, quoi. J'ai répondu à ta question? Mais donc voilà, tu prends ton bon de commande, tu mets ta presse. Quoi? C'était Michel et Augustin. Et non, pas du tout, parce que tu vois, ça a été. Non, c'était pas un succès, parce qu'ils nous disaient, ah, c'est pas ton blog. C'était pas un succès. Non, les succès, ils viennent après, tu sais. Au départ, personne ne voit ton truc, il n'y a que toi qui crois que c'est un truc de dingue, quoi. Non, les vrais succès. Non, mais c'est vrai. Les vrais succès, ils viennent après quand tu t'appelles Facebook et que tu as un retentissement. Nous, on commence à avoir une vraie caisse de résonance. C'est-à-dire qu'on commence à avoir nos communautés qui nous disent oh, la campagne Milka, elle est incroyable, le message est génial, la manière dont vous l'avez switché. Voilà, mais ça vient. Après, certains diront que ça vient vite, ça 4 ans après. Bonjour. Hop, moi j'avais une question plus pour Anna et Sarah. Donc nous on est une jeune start-up e-commerce dans la mode qui nous lançons et on est en train de démarrer donc nos campagnes RP et on se demandait si c'est plus il faut plus axer du coup sur la presse ou sur le web. Bon, c'est très général hein, mais je ne vois pas la personne. Bonjour. Il ne faut pas que tu exclure en fait un support. Donc dans tous les cas, il faut que tu penses une campagne 360 où tu vas adresser le print, le web, les blogueurs, les influenceurs, mais tu vas leur adresser des messages différents. Donc le print, oui, donc, comme l'a dit Sarah, ça a sa valeur, une valeur différente. Le web également, c'est pas parce que tu vends un produit sur Internet que tu vas communiquer que sur Internet. Tu peux aussi communiquer sur un produit réel qui s'achète en boutique, sur Internet ou dans la presse papier. Donc c'est juste connaître votre objectif de départ. Donc quel est votre objectif dans cette campagne? Détecter vos utilisateurs, qui c'est et quels médias ils lisent. Donc vos utilisateurs de votre app, c'est une femme, c'est un homme, c'est un enfant, et quel magazine il lit, et ensuite adresser ces médias-là qui touchent votre audience avec le bon message et le bon format de communication. Et le dossier de presse de 4 pages, laisse tomber. on en a un de 7 là. Et je confirme, les journalistes ne lisent pas les dossiers de presse. D'autres questions? Roxane? Là, c'est moins une question sur les RP, c'est plus sur les nouveaux formats du contenu qu'on voit, parce que je pense que là, avec par exemple Vine, avec Twitter, on a commencé à avoir les formats un peu micro. Avec Snapchat, on a vu des formats éphémères. Est-ce que c'est des formats qu'il faut garder en tête aujourd'hui? Est-ce qu'on est en train de voir la disparition des formats plus longs? Je veux juste avoir vos avis sur quels sont les formats à bien cibler aujourd'hui et peut-être s'il y a des formats qui vont complètement disparaître. Moi, je pense que comme ce que disait Michel, en fait, on n'a que quelques secondes pour capter l'attention des gens maintenant, et qu'effectivement, plus le format va être court et plus il va être impactant. Et en fait, quelque part, c'est une contrainte qui oblige les marques à résumer leur message et à être plus synthétique. Donc, je pense qu'effectivement, on va aller vers des formats le plus court possible. Le format éphémère de Snapchat qui maintenant est repris sur plein d'autres réseaux, parce que sur Instagram, il y a des posts éphémères, je poste, attention, dans quelques heures, ce sera supprimé. Là, il y a ce côté, j'ai droit à l'erreur, donc du coup, je peux prendre plus de risques.
aussi. Donc je peux porter un message qui est peut-être plus percutant, que j'aurais pas osé mettre s'il allait pouvoir rester plus longtemps sur les réseaux dans lesquels j'ai publié. Donc je pense que ça va permettre de tester vachement de choses en fait. Je sais pas si sur du long terme, c'est un format qui va se généraliser, parce que je pense qu'il correspond aussi à une cible. Là, on le voit sur Snapchat, c'est clairement des utilisateurs qui sont quand même beaucoup plus jeunes, c'est un truc fun, c'est décalé, etc. Mais je ne sais pas si c'est là pour faire passer un message, en fait. Mais par contre, c'est clair que ça va être un bon moyen pour tester des messages et se dire, bon, ok, je l'ai posté de manière éphémère, ça a marché, maintenant je peux me lancer dans quelque chose d'un peu plus long, quoi. Mais clairement, des formats très courts. Je pense que ce n'est pas une question de format, c'est une question d'usage. C'est-à-dire que qu'est-ce que la personne fait à ce moment-là? Est-ce qu'il est sur un appareil mobile, hein, et on voit de plus en plus de personnes en mobilité. Donc là, pour un format mobile, ça ne va pas être le même si on est devant un desktop ou on est devant son iPad. Donc aujourd'hui, on peut même cibler par l'appareil, c'est les usages. Et donc en fait, l'usage par un adolescent n'est pas le même usage que moi, une mère de famille. Donc ce n'est pas vraiment un format parce que chaque format s'adapte à son audience et à la plateforme sur laquelle le message est diffusé aussi. Donc on voit, par exemple, Instagram, c'est des photos, et c'est juste une photo, pas de mots, rien, qui marche très bien, mais la photo d'Instagram ne va pas forcément marcher sur Facebook, et la publication sur Facebook ne va pas forcément marcher sur Twitter. C'est vraiment une question d'usage, encore une fois, je pense, plus que format, et les formats ne vont jamais s'arrêter d'évoluer. Là, aujourd'hui, on a lancé un nouveau format, et tous les jours, on lance un nouveau format, et on teste, et on learn, et on voit les résultats. Donc, c'est vraiment réfléchir en termes d'usage. Et il y a aussi peut-être créer l'événement en utilisant un nouveau type de format. Ça peut être une forme de communication, créer la surprise. Il y a par exemple des nouvelles applis de vidéos en direct, je pense à Periscope ou Mercat, qui permettent peut-être à des boîtes de temps en temps de se dire je joue le jeu de l'information en direct, je vous montre comment c'est dans ma boîte, ou la création d'un produit. Et là, du coup, on crée un événement, on crée la surprise parce que c'est un format innovant. Donc c'est pas mal de temps en temps d'aller chercher des nouveaux territoires. À la limite près, moi j'aimerais bien rajouter que je pense que ce n'est pas une histoire de format, mais c'est quand même une histoire un peu sociologique de dire que si je mets Laure, Sarah, Michel là, si je mets un texte, si je mets une image ou si je mets une vidéo, vous allez tous regarder la vidéo. Donc il y a quand même un truc là-dessus. Hein. Enfin, c'est-à-dire que moi, et la vidéo et le live qui arrive, qui est encore plus captivant, on travaille parce qu'on tous est presque ce sujet-là dans en ce moment, mais on est tous happés vers la vidéo. Complètement. Et au lieu du mot vidéo, c'est surtout le motion, le fait d'être dans quelque chose d'animé par l'image. Vous mettez un enfant, il y a quand même plein d'expériences là-dessus. Un enfant devant une musique, il est happé devant les images de la télé, quoi. La télé, c'est l'image, c'est la vidéo. On appelle ça la vidéo, mais finalement c'est la télé, c'est assez vieux. Et voilà. Et les formats courts, formats longs, je pense que ça dépend de la démarche de la personne. C'est format court parce que tu es en push, tu n'as rien demandé et on te capte. Et format long parce que comme tu as besoin d'un article de fond sur Le Monde, Le Figaro, un truc de fond, tu as besoin d'une vidéo de fond pour comprendre un sujet parce que tu étais en pool et que tu avais besoin d'une info, quoi. Mais en tout cas, dans notre secteur du divertissement, c'est énorme. Les temps se raccourcissent énormément en ce moment. C'est impressionnant dans les usages, justement. S'il n'y a pas d'autres questions, on aura respecté à peu près le timing, puisqu'il est 21h. Je vous avais dit 21h10, il est 21h16. Donc c'est pas mal. Voilà, après on peut prolonger la conversation en buvant un verre. Merci. Donc, on va vous inviter à prendre